Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Je vais faire rapidement une mini-présentation de cette matinée et on va enchaîner parce qu'en effet, on a un programme assez dense. Donc merci à l'Académie du Climat, merci aussi aux intervenants qui sont parfois venus de loin pour nous parler de ce sujet si crucial. Alors les PFAS. Les PFAS, c'est un anglicisme parce qu'en français, on les appelle les substances per- et polyfluoroalkylées. Et ils sont, je cite, le problème de pollution le plus grand jamais rencontré. Voilà ce qu'ont exprimé le 17 janvier dernier un groupe d'experts indépendants dans une tribune au journal Le Monde. Ces substances, on va tenter de les définir tout de suite dans cette première table ronde. On va essayer de comprendre les enjeux. Mais je pense que vous le savez toutes et tous ici, elles sont omniprésentes dans notre environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les retrouve dans le lait maternel, qu'on les retrouve dans le sang, qu'on les retrouve dans les sols, qu'on les retrouve dans l'eau, qu'on les retrouve dans notre alimentation, qu'on les retrouve dans l'air. Et il faut dire que ces molécules, elles présentent des caractéristiques particulièrement intéressantes. Raison pour laquelle l'industrie chimique les ont et les utilise encore largement. C'est d'abord le téflon qui est découvert de façon accidentelle en 1938 aux États-Unis par la firme Dupont de Nemours. En essayant de refroidir un gaz avec de la neige carbonique, un chercheur obtient une poudre soluble dans quasiment aucun solvant et résistante à des températures supérieures à 260 degrés. À l'époque, les chercheurs ne trouvent pas d'utilisation à cette molécule. Mais en 1940, au moment du développement de la bombe atomique, le téflon trouve une première utilisation dans les joints qui devaient être résistants aux solvants et au refroidissement extrêmement puissant. Il devient ensuite utilisé à partir des années 50 dans nos ustensiles de cuisine, notamment pour leurs propriétés anti-adhésives et antidérapantes. Puis les PFAS connaissent une utilisation de plus en plus massive, d'abord dans les mousses anti-incendie, puis ensuite dans les emballages, dans les textiles, dans les médicaments et dans les batteries. Aujourd'hui, on recense entre 4 000 et 20 000 molécules selon les estimations. Il semble que beaucoup de ces molécules restent encore à identifier et on en parlera. Il s'agit d'un ensemble de substances qui ont des caractéristiques très diverses. Elles peuvent être solides, liquides ou ça peut être des gaz. Certaines sont solubles dans l'eau, certaines sont solubles dans les graisses. Elles peuvent être volatiles ou immobiles. Enfin, certaines sont bioaccumulables et d'autres peu, voire pas. Le premier scandale sanitaire sur les PFAS a lieu aux États-Unis. En 2001, vous avez peut-être vu le film Darkwater sur la question, avec la firme Dupont de Nemours qui est accusée d'avoir contaminé plus de 70 000 personnes avec du PFOA, qui est l'autre nom du téflon. Depuis lors, les études scientifiques incriminant les PFAS se sont largement développées, notamment grâce à l'enquête du Consortium Forever Pollution Project, qui a permis de mettre en avant une contamination massive de l'Europe, mais aussi des coûts astronomiques de dépollution. Le droit, en revanche, est resté balbutiant sur cette question. Alors il est vrai, la France, vous l'avez vu, a pris une loi récente sur le sujet, on en parlera dans la deuxième table ronde, loi qui s'est limitée à réguler un certain nombre de produits et à imposer une redevance pour les industriels responsables de rejet. Au niveau européen, on a quelques molécules qui sont interdites, mais il faut noter qu'on a quand même 5 États membres qui ont soumis une proposition à l'Agence européenne des produits chimiques pour interdire environ 10 000 PFAS dans l'Union européenne. Mais donc, la question reste encore largement ouverte. Comment faut-il juridiquement appréhender les PFAS? Et ce n'est pas seulement la question de l'interdiction des molécules qui doit être posée, c'est aussi celle de leur substitution, de leur dépollution et des coûts que cela suppose. Et peut-être qu'il faut voir la question de façon plus large en droit. Les PFAS posent-ils une question juridique propre? Ou est-ce la question de la réglementation des molécules chimiques qu'il faut revoir? Et dans ce cas-là, ce n'est plus entre 4 000 et 20 000 molécules dont il est question, mais plus de 300 000. Enfin, une question cruciale dont on parlera dans la dernière table ronde, c'est celle de la réparation des dommages, qui sont à la fois actuels et futurs, individuels et collectifs. Le sujet est donc immense et donc on va essayer de l'appréhender ce matin. Donc j'ouvre avec plaisir ces discussions que vous pourrez retrouver dans la revue Énergie, Environnement, Infrastructure chez LexisNexis dans le numéro de juin. Donc pour la première table ronde, nous sommes ici avec 3 intervenants. Albi Schmidt, qui est inspecteur général de l'environnement et du développement durable, co-auteur du rapport Analyse des risques de présence de per- et polyfluoroalkylés dans l'environnement.
Raphaël Aubert, journaliste au Monde, et Valentin Thomas, sociologue, chargé de recherche au CNRS. Bonjour à tous les trois. Monsieur Schmitt, je vais d'abord commencer par vous, parce qu'évidemment, la première question, c'est qu'est-ce que les PFAS ? Une définition des PFAS qui est aujourd'hui à peu près partagée par tous les spécialistes. C'est la définition de l'OCDE et du PNUE, donc Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui de façon un peu simplifiée dit, on appelle PFAS toute molécule organique qui contient au moins un groupement saturé et totalement substitué par du fluor, CF2, CF3. Quand on a dit ça, on a un domaine énorme qui s'ouvre à nous, puisqu'en fait, toutes les molécules organiques, dès lors qu'on leur substitue un atome d'hydrogène par un CH3, devient un PFAS. Donc, quand vous dites ça, vous avez à peu près des milliers de molécules de la chimie organique qui peuvent, modulo une modification, devenir un PFAS. Donc, je ne me prononcerai pas si c'est 4 000, 20 000 ou 100 000, mais en tout cas, il y en a plusieurs milliers, ça c'est sûr. Et alors, est-ce qu'elles ont des caractéristiques quand même, toutes ces molécules, qui permettent de les qualifier de PFAS ? Alors, la principale caractéristique, c'est justement qu'elles ont un carbone qui est saturé en fluor. Or, la liaison fluor est quand même une liaison très stable. Et donc, ces molécules vont être toutes très stables. C'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs des polluants éternels. C'est un peu faux. Moi, je dirais polluants persistants, très persistants. Pourquoi c'est faux de les qualifier de polluants éternels ? Parce qu'ils peuvent quand même se dégrader. Vous avez dit tout à l'heure que le téflon se dégradait à 300 degrés. Je ne sais plus exactement combien vous avez dit. Donc, sous l'effet de très fortes températures, même peut-être sous l'effet de certaines bactéries, au moins une grande partie des PFAS peuvent se dégrader. Alors, ceux qui se dégradent le moins, ce sont ce qu'on appelle les perfluorés, c'est-à-dire tous ceux qui sont totalement saturés en fluor. A contrario, ceux qu'on appelle les polyfluorés, c'est-à-dire dont une partie de la molécule organique n'est pas saturée en fluor, elle peut se dégrader. Le problème, c'est qu'elle se dégrade, effectivement, mais souvent, elle se dégrade pour donner des PFAS totalement saturés, c'est-à-dire des perfluorés qui, eux, sont très persistants. C'est un peu comme le glyphosate. Les produits de dégradation sont parfois plus dangereux que le produit lui-même. Donc, ils peuvent être dégradables, mais avec des conséquences qui sont parfois plus problématiques que la molécule initiale. Et alors justement, dans le rapport que vous avez rédigé pour le gouvernement il y a 3 ans, vous ne parliez pas du TFA, alors qu'aujourd'hui, tout le monde parle du TFA. Comment on explique cela ? Je plaide coupable. Non, mais il faut dire que 3 ans pour les PFAS en France, c'est une éternité. Notre rapport, c'est un peu la préhistoire des PFAS en France. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui sont faites depuis 3 ans en termes de connaissances, en termes de réglementation, de planification, de normalisation aussi. Et il faut dire quand même que sur les PFAS, il y a quand même un certain secret, un brouillard qui est entretenu autour des PFAS. Et qu'en fait, on y va comme un peu à l'aveugle. Parfois, on découvre qu'il y a du Génix dans la vallée du Rhône. Tiens, il y a tel autre polluant. Et quand on a fait notre rapport, déjà on ne parlait pas beaucoup des PFAS aux informations. Il y a eu, entre guillemets, on a bien été aidé par Pierre Bénit, Arkema et Daikin, mais en dehors de ça, personne n'en parlait. Encore moins du TFA. Nous n'avons jamais entendu parler de TFA pendant les 6 mois de rédaction de notre rapport. Je crois que c'est quand même tout ça, ça fait partie des secrets bien gardés par les industriels. Secrets bien gardés à l'échelle française, parce que quand même beaucoup des entreprises qui travaillent sur le sujet ou qui produisent ce genre de choses ont aussi des usines ou des marchés aux États-Unis. Et aux États-Unis, le sujet des PFAS, il est dans l'actualité depuis les années 90, avec les affaires dont vous avez parlé, du pont de Nemours et autres. Voilà. En sachant d'ailleurs que, alors ça date encore, c'est une information ancienne, peut-être historique cette fois, mais en 2024, le total des indemnités
Alors, je ne sais pas comment on parle ça, je suis dans un monde de juristes, donc je saurais. En gros, pour éviter les contentieux, les entreprises chimiques américaines avaient déjà dépensé plus de 10 milliards de dollars pour éviter des procès. Ce qui représente l'ampleur des enjeux financiers qui sont associés à ces PFAS. Justement, on va parler de la révélation avec vous, Raphaël Aubert. Vous êtes journaliste au Monde et vous avez participé au consortium Forever Pollution Project. Comment vous avez appréhendé ces molécules dans le cadre du consortium et lesquelles vous avez analysées ? Alors, c'est vrai que on a commencé cette enquête en 2022, on l'a publiée en 2023. Et à l'époque, nous, on essayait de ramasser tout ce qui pouvait concerner les PFAS. Donc, on a fait des demandes d'accès aux documents administratifs, on a récupéré tout un tas d'études et on a mis ces données en commun pour en faire ensuite une cartographie de la contamination en Europe. C'était un début. Aujourd'hui, le projet a été passé au CNRS, donc il est entretenu, ce qui nous permet d'avoir une carte plus à jour. Mais on avait en gros des scientifiques qui nous ont aidés à définir les PFAS. Mais de toute façon, on dépendait de ce qui était cherché. Qu'est-ce qu'on recherche ? Et à ce moment-là, parlons du TFA, je pense que c'est important, le TFA en fait, était très peu recherché et le sujet est monté petit à petit pour qu'on puisse en parler aussi dans le deuxième volet de l'enquête, là sur la dépollution, parce que c'est un sujet à part entière. L'acide trifluoroacétique, c'est donc ce PFAS qu'on appelle le PFAS ultime, le plus petit des PFAS. On dit aussi PFAS à chaîne ultra courte. En fait, c'est le produit de dégradation d'autres PFAS. Et celui-ci, il n'y a, à la connaissance scientifique aujourd'hui, aucune bactérie, aucun procédé naturel qui permet de le dégrader. Donc, seule l'action humaine peut dégrader l'acide trifluoroacétique et la plupart des autres PFAS qui, sinon, vont se transformer de manière ultime en TFA. Donc, nous, on s'est dit, OK, on a beaucoup de documents épars, on a une connaissance limitée des PFAS. C'est pour ça qu'on a travaillé dans un système de expert reviewed journalism, donc journalisme revu par des experts. On a trouvé une vraie force, en fait, dans le fait de travailler avec les pointures des PFAS dans le monde entier, notamment des Américains, puisque le sujet est assez avancé dans ce pays, mais aussi des Européens qui sont en train de devenir vraiment des pointures mondiales sur le sujet. Donc on a pu faire cette cartographie qui était un premier état des lieux. Et ensuite, on a décidé de travailler quand même sur la suite. Il y avait donc ce projet d'interdiction des PFAS comme famille, ce qui est vraiment très intéressant, puisque ça prend des années d'interdire molécule par molécule des polluants chimiques. Donc pourquoi pas effectivement interdire la famille en entier des PFAS pour éviter de prendre des années et des années dans la vue. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une entreprise de lobbying très forte, de représentants d'intérêt de l'industrie chimique, qui était contre cette interdiction, qui cherchait d'une certaine manière à trouver plein d'arguments qui permettraient de peut-être faire des exceptions, trouver plein de dérogations. Certains arguments qui peuvent tout à fait être entendus, mais la plupart en fait qui sont en général fallacieux, et on a démontré qu'il y avait un gros problème, soit d'études scientifiques biaisées, financées par l'industrie chimique elle-même, et aussi une grosse coordination avec un accès important à nos décideurs publics qui était fait par ces entreprises de lobbying. Je pense par exemple au CEFIC ou à Plastics Europe, qui sont donc des groupements de représentants d'intérêt. Donc, pour le deuxième volet, qu'est-ce qu'on a fait ? On a continué avec nos demandes d'accès aux documents administratifs, on a continué à investiguer et on a analysé plus de 10 000 documents. Alors, ce n'était pas évident, mais on a décidé de choisir une sélection d'arguments dans ces 10 000 documents. Et on les a classifiés selon différents types on a fait une taxonomie. Donc les arguments santé, science, économie, tout ce que vous pouvez entendre, on va perdre des emplois, on ne peut pas les remplacer. Il y a plein d'arguments qui reviennent régulièrement. On s'est rendu compte clairement qu'il y avait un aspect coordonné, puisque ce sont les mêmes arguments qui sont employés encore et encore et encore, et qui finissent par être réutilisés et réemployés parfois tels quels par les décideurs publics dans les parlements et dans les débats publics. Donc voilà, nous ce qu'on s'est attelé à faire, c'est finalement de faire ce qu'on appelle un stress test, de regarder ces arguments et de voir s'ils étaient démontrés, valables. Et donc pour la plupart, même l'écrasante majorité, on a soit une absence de preuves suffisantes pour pouvoir les utiliser, voire potentiellement des arguments malhonnêtes et trompeurs.
Et enfin, on s'est dit, bon, l'autre matérialisation de ce problème, c'est que le temps passe, le temps passe, le temps passe. Les pollutions, on les découvre de plus en plus. On parlait de Lyon, qui a été le précurseur malheureusement malgré lui en France, mais on en trouve également en Normandie aujourd'hui, vers Saint-Aubin-les-Elbeuf, du TFA, une pollution extrêmement massive. Là récemment on a révélé qu'il y avait aussi un gros problème vers Mourinx, donc dans les Pyrénées-Atlantiques. Et on a aussi Salindre dans le Gard, qui est une plateforme chimique extrêmement polluée. On retrouve des PFAS, comme vous le disiez, partout, du TFA dans un ordre de grandeur encore plus élevé, absolument partout, même dans l'eau potable. On l'a aussi démontré par des analyses dans l'eau du robinet. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dépollue? Et comment est-ce qu'on dépollue? Combien ça va coûter? Ça a été donc vraiment un énorme travail qu'on a fait avec des scientifiques. On a analysé toutes les technologies de décontamination et leurs coûts. Ça va coûter cher. Clairement, il y a des choix qui sont à faire aussi politiques. Il y a des réponses qui vont devoir être amenées par la science sur les taux que nous, on peut accepter, les taux de PFAS qu'on peut accepter dans ce qu'on consomme. Aujourd'hui, il y a seulement une vingtaine de PFAS qui sont réglementés au niveau de l'eau potable, mais on sait qu'il va y avoir vraiment une nécessité de se pencher sur les autres, et notamment sur le TFA, qui est présent de manière extrêmement élevée. Donc pour donner un exemple, en général, les PFAS, la somme des PFAS, ou les PFAS en général, on dit qu'ils ne doivent pas dépasser 100 nanogrammes par litre d'eau potable. C'est en tout cas une norme, une règle, alors pas forcément sanitaire, mais une règle de qualité. Donc c'est un premier appel, si on dépasse cette règle, en général, c'est que l'eau n'est pas conforme. Pour le TFA, qui n'est pas réglementé à ce jour, on a vu des mesures à plus de 6000 nanogrammes par litre d'eau, et même plus. Donc vous voyez, en fait, l'ordre de grandeur est incroyable. Et par exemple, il y a débat sur ce que c'est une bonne norme pour le TFA, parce qu'on peut effectivement dire qu'il serait a priori un peu moins toxique que d'autres PFAS, comme le PFOS, le PFOA. Mais par exemple, aux Pays-Bas, le RIVM, qui est donc l'Institut sanitaire, a recommandé de ne pas dépasser 2200 nanogrammes par litre d'eau. Donc déjà, à Paris, par exemple, on a eu des prélèvements à 6000 qui montrent qu'on est 3 fois au-dessus de la norme recommandée sur des critères sanitaires par le RIVM. Et ce que je comprends, c'est que c'est probablement largement sous-estimé, puisqu'on analyse quelques PFAS, je crois qu'il y en a une vingtaine en gros qu'on analyse, mais que le reste aujourd'hui n'est pas découvert et pas recherché. Alors, pas de données, pas de problème, c'est toujours la question. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on découvre? Après, malgré tout, on peut considérer que ces 20 PFAS sont une indication de la présence générale d'autres PFAS et sont parmi les plus utilisés, les plus représentés. Mais oui, il y a un vrai sujet sur ce qu'on cherche. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le TFA. Pendant très longtemps, il n'était pas recherché. On a eu des lanceurs d'alerte, des scientifiques qui ont commencé à alerter sur le sujet, qui ont mesuré du TFA absolument partout, et même dans l'alimentation végétale, parce que parfois certains disent que les PFAS vont plutôt être dans l'alimentation animale. Pour le TFA, ce n'est pas le cas, on est aussi dans l'alimentation végétale, dans l'eau. Et quand on a commencé à le surveiller, à le regarder, on s'est rendu compte qu'il y avait une présence extrêmement inquiétante, en tout cas vraiment dans des ordres de grandeur largement supérieur aux autres PFAS. Donc oui, il y a un sujet de surveillance et de recherche accrue, mais il y a aussi un sujet budget, bien évidemment. Comment est-ce qu'on détecte tous ces PFAS alors qu'il y a... Raphaël, dans votre enquête au Monde, l'un des volets portait justement sur la partie sanitaire. Est-ce qu'on a des maladies aujourd'hui qui sont spécifiques aux PFAS, ou c'est un peu quand même comme les autres molécules chimiques, c'est-à-dire que on ne sait pas trop, on sait que c'est cancérigène, on sait que ça produit une maladie, mais on ne sait pas trop? Alors, il y a un nombre croissant de maladies qui est associé à une exposition aux PFAS. Après, c'est la même chose que pour l'interdiction, molécule par molécule. L'évaluation de la toxicité de ces molécules PFAS, ça prend du temps. Souvent, c'est fait molécule par molécule, une par une, alors du coup, on n'a pas forcément connaissance de l'effet cocktail, puisqu'on est, nous aussi, exposés à un cocktail de composés chimiques. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, il y a un nombre croissant de maladies qui sont associées à l'exposition, notamment au PFOS, au PFOA, mais aussi à d'autres PFAS, qui vont être donc effectivement des cancers, une réponse moins forte, la réponse immunitaire, en gros, moins forte au vaccin, notamment chez les enfants, problème de thyroïde, problème de fertilité,
Il y a vraiment au problème de foie. Voilà, un cocktail de maladies aussi assez important, malheureusement. Quelque chose aussi d'important à dire, c'est que bon, il y a la question de la dose qui fait le poison. Donc potentiellement, certains PFAS sont ultra toxiques, d'autres sont un petit peu moins toxiques que les PFAS qu'on va dire à chaîne longue. Peut-être qu'il faut déjà parler de cette distinction, enfin que ce soit dit. Il y a des PFAS qui sont dits à chaîne longue et d'autres PFAS qui sont dits à chaîne courte. Le PFOS, le PFOA, par exemple, sont des PFAS à chaîne longue. Donc on va en gros compter plus de 8 atomes de carbone. En fait, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle la substitution regrettable. C'est-à-dire, au début, les industriels ont travaillé avec ces PFAS à chaîne longue, PFOS, PFOA. On a eu de premières études qui ont pointé des effets délétères sur la santé liés à cette exposition aux PFAS. Les industriels ont anticipé des réglementations, qui ont fini d'ailleurs par arriver, et ils ont substitué les PFAS à chaîne longue par d'autres PFAS à chaîne courte, en assumant, en se disant qu'on n'aurait pas de problème de santé et que ceci était sain. Sauf que des études prouvent de plus en plus qu'on a également des problèmes de santé quand on est exposé aux PFAS, à certains PFAS, en tout cas à chaîne courte, et de plus en plus, on le voit, ça a l'air d'être quelque chose d'assez généralisé. Donc il y a un sujet sur cette substitution regrettable qui a été mise en place aussi par les industriels. Et ça a eu un effet de bord, c'est que ces PFAS à chaîne courte sont encore plus difficiles à décontaminer. Les PFAS à chaîne longue peuvent être retenus par certains systèmes de décontamination un petit peu moins onéreux, un petit peu plus classiques, comme les filtres à charbon actif, l'adsorption par charbon actif. On s'est rendu compte en évaluant les systèmes de décontamination que les PFAS à chaîne courte et ultra courte échappaient à la plupart de ces systèmes, comme le charbon actif, et qu'il y avait donc, pour seul recours, en tout cas ultime recours et solution qui fonctionne aujourd'hui et qui peut être mise à l'échelle aujourd'hui, parce qu'il y a une vraie ruée vers l'or sur cette recherche de la décontamination miracle, c'est un système qui s'appelle l'osmose inverse basse pression. Mais qui fonctionne que pour l'eau, c'est-à-dire que là on ne parle pas de l'air, voilà. On ne parle pas de l'alimentation et du reste. Exactement, ça ne fonctionne que pour l'eau. Alors l'eau est quand même un indicateur intéressant parce que c'est un endroit où on peut agir. Il y a une forte concentration de ces PFAS et on peut se dire ok, c'est là où on peut mettre des filtres. On ne pourra pas, de toute façon, il n'y a pas assez d'argent sur Terre pour décontaminer les PFAS de tout l'environnement, donc malheureusement il faut faire des choix. Les nœuds de notre système de traitement de l'eau, que ce soit la production d'eau potable, les stations d'épuration et les traitements des boues des stations d'épuration également, mais aussi les décharges qui rejettent des espèces de liquides chargés en PFAS, les traiter dans ces espèces de nœuds-là, ça peut être intéressant pour avoir une grosse efficacité, mais ça reste quand même extrêmement onéreux. Et ce sont des choix aussi à faire pour le climat, puisque l'osmose inverse basse pression est très énergivore. Donc on a aussi finalement ce système du serpent qui se mord la queue, puisqu'on va devoir utiliser beaucoup d'énergie pour pousser l'eau à travers ces membranes. Donc osmose inverse basse pression, vous pensez à un gros filtre à café avec des tout petits pores, plus fins que des cheveux. Et là, ça permet de retenir tous les micropolluants jusqu'au TF1. Mais il y a plusieurs problèmes associés à cette décontamination-là. Donc, comme je vous disais, il y a l'énergie assez colossale qui est nécessaire à ça. Le coût, puisqu'il faut équiper nos systèmes. Et il y a un vrai problème de justice sociale. Tous les systèmes ne pourront pas être équipés. Peut-être que des grosses métropoles pourront le mettre en place. Par exemple, on a le syndicat des eaux d'Île-de-France qui est en train de s'équiper d'une partie d'osmose inverse basse pression. Et on pourra peut-être répartir les coûts par tête de manière un petit peu plus homogène. Mais malgré tout, s'il y a un problème de contamination au PFAS et au PFAS à chaîne courte et ultra courte, comme ça a l'air d'être le cas un peu partout, il est possible que les communes rurales aient beaucoup moins accès à ces systèmes de décontamination. Et enfin, on a un problème de cycle, c'est-à-dire que ces systèmes d'osmose inverse basse pression, ils rejettent un concentrat, c'est-à-dire un liquide sale. C'est environ 15%, ça va jusqu'à 30% de l'eau traitée. Donc c'est quand même énorme. Ce concentrat, aujourd'hui, ce liquide sale qui est chargé de micropolluants, il est rejeté dans les eaux de surface, donc dans les rivières et dans la mer, dans l'océan. Donc qu'est-ce qui se passe ? On alimente, on ne coupe pas le cycle de contamination des PFAS, on continue à rejeter des PFAS, et les scientifiques avec lesquels on a travaillé nous ont dit attention, c'est hyper important de détruire ces PFAS. Donc d'arrêter, de couper ce cycle, parce que sinon, on continue à exposer toute la chaîne alimentaire, de manière très, très égoïste,
toute la biodiversité, et ça se retrouve dans nos assiettes, donc aussi par l'alimentation. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'agir au niveau de l'eau potable, par exemple, et de l'eau en général. Donc voilà, il y a vraiment cette question aussi de supprimer et de trouver comment détruire les PFAS. Alors, dans les filtres, justement, le filtre, c'est vraiment juste une membrane qui, après, va séparer deux liquides, un liquide propre et un liquide sale. Et c'est dans ce liquide sale que les PFAS se trouvent. Alors, il y a quand même quelque chose à savoir, on en parlait justement avant de commencer cette conférence. Certaines membranes, peut-être même la plupart des membranes, sont faites avec des PFAS. Donc voilà, c'est vraiment le cycle infini. Mais donc actuellement, il y a des PFAS dans les membranes d'osmose inverse basse pression. Pour information, on aura Dan Lert, qui est président d'Eau de Paris, qui conclura ce colloque et qui parlera notamment de ce sujet pour Paris, parce que vous l'avez entendu, on a plus de 6000 TFA dans les prélèvements qui ont été faits à Paris. Monsieur Schmitt, vous, dans votre rapport, vous avez justement étudié l'osmose inverse et la question, en effet, des PFAS dans ces membranes. Oui. Excusez-moi, peut-être avant de répondre, je voudrais réagir sur certaines choses qui ont été dites. Premièrement, la réglementation. Quand on parle de réglementation en France, tout de suite, on pense normes, il y a trop de normes, etc. Alors là, je vais parler avec une autre casquette, puisque je suis membre de l'autorité environnementale, et nous évaluons les dossiers qui nous sont proposés. Et il y a un élément fondamental dans tous les dossiers, dans une majorité de dossiers, en particulier des dossiers d'autorisation, c'est l'étude d'impact. Alors, en France, on a été à l'initiative des études d'impact dans les années 70, et comme tout ce qu'on a fait de bien, ça a été repris par l'Union européenne, et après, on l'oublie en France, un petit peu, hein, je vous le dis. Or, l'étude d'impact est un moyen quand même privilégié pour aborder les sujets de type PFAS, ou même toutes les substances chimiques, puisque dedans, la logique, c'est d'étudier les impacts, pas simplement les impacts de la petite usine ou de tel ou tel traitement de boue, tout ça, mais dans un projet d'ensemble avec les impacts indirects, les impacts directs et les impacts indirects sur la santé des populations, vus à grande échelle et pas simplement avec une loupe sur le site proprement dit. Ce qui offre quand même des possibilités énormes. La difficulté, c'est que ces études d'impact, déjà, on en réduit le périmètre de plus en plus. Et en plus, il faut être clair, dans les études d'impact aujourd'hui, les industriels, la seule chose qu'ils mettent, c'est ce qui est réglementé aujourd'hui. Or, qu'est-ce qui a été dit? C'est que les PFAS ne sont pas réglementés. Nous, vous allez sur notre site, vous verrez quasiment, c'est un refrain qu'on a. On a notre recommandation, étudier les PFAS. Voilà, c'est tout simple, on a même une fiche là-dessus. Sur les PFAS dans les évaluations environnementales, mais il y a un gros travail à faire là-dessus. Deuxième point, comment aborder l'élimination ou la décontamination par les PFAS. Alors, premièrement, j'ai entendu beaucoup parler d'eau, mais il n'y a pas que l'eau, ça a bien été dit. On dit que le premier critère de contamination du grand public, je ne parle pas des salariés, etc., c'est d'abord l'ingestion. Ingestion, c'est quoi? C'est aliments et eau. Aliments et boissons. Il y a encore quelques temps, on considérait que la principale source de contamination, c'était l'alimentation. Avec l'arrivée du TFA dans nos débats, je pense que le TFA fait remettre l'eau en première place dans ce système. De quoi on parle? Et ça a écouté les informations, peut-être même Le Monde, on ne parle toujours que de traitement de l'eau potable. En parlant de traitement de l'eau potable, premièrement, on oublie qu'il y a une deuxième partie du cerveau qui est l'alimentation, donc on ne traite pas. Et qu'on n'analyse pas. Comment? Et qu'on n'analyse pas. Et qu'on n'analyse pas. Et deuxième point, on l'a dit, ça coûte assez cher au final. Donc, comme souvent en environnement, je crois qu'il faut prendre le problème par le bon bout, c'est-à-dire savoir comment on va éviter la contamination de notre eau, la contamination de nos aliments. Et je crois qu'il y a deux pistes. Parce qu'il faut toujours commencer par le plus intéressant, le plus efficace avant d'aller dans les détails. Il y a deux pistes privilégiées. Premier point, et ça je pense que tout le monde peut le comprendre, c'est éviter d'aller épandre sur nos champs, sur nos prés, des PFAS. Or, on l'a dit, il y a des PFAS dans certains pesticides, pas dans tous. Pourquoi utiliser des pesticides PFAS? Ou qui vont donner des PFAS par dégradation?
Et ça, on les connaît, ça serait relativement simple. Et en plus, il y a des possibilités de substitution. Deuxième chose qu'on a tendance à épandre sur les champs, c'est les boues. Et certaines boues, pas toutes, sont contaminées par les PFAS. Réservons l'épandage à des boues qui sont non contaminées ou peu contaminées. Ça, c'est la première voie. Et il me semble que c'est important parce que ça veut dire qu'on touche à la fois l'eau, parce que tout ça, ça pollue nos nappes, ça pollue nos cours d'eau. Et deuxième point, ça pollue aussi nos aliments, indirectement. Autre voie possible, c'est arriver à dépolluer les cours d'eau. Quand je dis ça, je suis très, très large, mais vraiment faire en sorte de réduire, voire supprimer les rejets dans les eaux superficielles. Et il y a quand même une voie privilégiée là-dessus, une fois qu'on a traité les pollutions diffuses agricoles, c'est quand même d'aller sur les pollutions industrielles. Et le meilleur moyen de traiter les pollutions industrielles, c'est de les traiter à la source. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'industries qui vont rejeter leurs effluents qui contiennent des PFAS, mais aussi d'autres substances toxiques, dans les réseaux urbains. Où ça va? Eh bien, c'est le tout à l'égout, donc ça arrive à la station d'épuration. Et il faut savoir qu'une station d'épuration urbaine n'est pas faite pour traiter des effluents industriels et les substances chimiques qui sont contenues dedans. D'ailleurs, quand on regarde, la réglementation est bien faite. Si on interprétait un arrêté, qui est l'arrêté du 2 février 1998, on s'apercevrait que dans une majorité des cas, les industriels ne devraient pas rejeter dans le réseau d'assainissement, puisqu'en fait, leurs normes sur toutes les substances, les micropolluants, leurs normes de rejet sont les mêmes, qu'elles soient dans le réseau urbain ou dans le milieu naturel. Donc, a priori, elles ne devraient pas l'être. Pourtant, de plus en plus, on les voit dans les dossiers d'autorisation. Aller remonter à la source, et même au niveau de l'industriel, aller au plus près de l'atelier qui produit ces PFAS. C'est-à-dire, en gros, chercher l'endroit où il y a le moins d'effluents. Parce que moins on a d'effluents à traiter, plus l'effluent est concentré en PFAS, mieux on saura les traiter. Et en plus, certainement, on n'aura qu'un ou deux PFAS à traiter, ce qui est beaucoup plus facile que de traiter toute une série de PFAS. Et d'ailleurs, quand on voit les industriels qui sont engagés dans ce traitement, les résultats sont plutôt positifs. Quand on parlait de Lyon, il y a 3 ans, 4 ans, c'était pour certains, en tout cas un des deux, une catastrophe, puisqu'on avait plusieurs kilos de PFAS de Genix qui étaient rejetés chaque jour dans le On avait trouvé 77 PFAS différents. Ouais. Et aujourd'hui, oui, mais en kilos, simplement pour le Genix, c'était quelques kilos. Hein. Aujourd'hui, la situation s'est quand même largement améliorée. Et comme on a peu d'effluents, les volumes traités sont faibles, les volumes, le concentrat en PFAS qu'on obtient est de volume limité, et à ce moment-là, effectivement, on peut se débarrasser des PFAS, se débarrasser de ce concentrat en l'évaporant et en l'incinérant à haute température. Ce qui n'est pas possible quand on a des volumes dans une station d'épuration urbaine, des volumes énormes, qui n'est pas possible non plus sur l'eau potable. Il faut imaginer qu'un milliard, l'agglomération de Paris, c'est à peu près 1 milliard de mètres cubes par an, hein, grosso modo. 1 milliard de mètres cubes, on a dit 15% dans le concentrat, ça voudrait dire qu'il faudrait pouvoir évaporer, incinérer 150 millions de mètres cubes. Je ne sais pas quelle quantité de pétrole il faudrait pour incinérer tout ça, mais ça serait phénoménal. Donc vraiment, un principe, c'est la réduction à la source et décontaminer l'environnement plutôt que décontaminer l'eau potable. Merci beaucoup. Ce qu'on comprend en tout cas, c'est qu'il faut prendre probablement les PFAS comme un tout. Albi Schmitt, est-ce qu'on a des secteurs dans lesquels on ne pourra pas se passer des PFAS aujourd'hui? Oui, certainement. Voilà. Merci. 100 € pour 100 grammes de PFAS rejetés dans les effluents industriels. Ça, c'est intéressant. Ça pourrait ramener des sommes d'argent assez conséquentes, en particulier si le TFA est pris en compte dans cette taxe. Après, il y a quand même, justement, possiblement, encore une fois, du contentieux, encore une fois, la contestation possible de la part des industriels pour ne pas avoir à payer cette taxe. Donc on va voir comment ça va se mettre en place petit à petit. Mais malgré tout, c'est déjà une façon de mettre en place le principe du pollueur-payeur qui est inscrite dans la loi et qui devrait nous amener certains fonds.
Et enfin, oui, effectivement, on le sait, même avec tous ces dispositifs, même avec toutes ces recherches de financement, c'est forcément le consommateur qui va devoir payer, en tout cas qui va devoir avoir une facture probablement plus élevée, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour possiblement aussi étendre la recherche et la détection des PFAS dans l'alimentation, et peut-être que ça va aussi nous couper de certaines denrées. Et enfin... Quelles denrées, par exemple ? Non, je pense simplement que s'il y a une question de surveillance de l'alimentation, aujourd'hui qui est possiblement insuffisante, et que si on a des normes, il existe certaines normes, hein, pour notamment les 4 PFAS, les EFSA 4, il y a des normes qui sont mises en place, et possiblement si on dépasse ces normes-là, qu'est-ce qu'on fait de l'alimentation en question, qu'est-ce qui est décidé, et qu'est-ce qui va se passer s'il y a des normes aussi qui sont mises en place pour d'autres types de PFAS qui ont l'air d'être vraiment très fortement présents. Par exemple, on a eu une étude qui a montré une très forte présence de TFA dans les purées de fruits pour bébés. Donc pareil, c'est quand même des choses qui sont assez anxiogènes, même pour le public en général, parce que ça touche à des publics vulnérables. Donc ça va être toute la question de la définition de la norme, de la définition de ce qui est acceptable ou pas dans l'alimentation. Est-ce qu'on a une autre question ? Merci beaucoup. Vous avez parlé de réduire les PFAS à la source, avec notamment les filtres en sortie d'usine. Une fois que les PFAS en fait, sont mis sur le marché, donc il va y avoir le cycle d'utilisation, et après, bien sûr, il y a le cycle où le cycle de fin de vie de ce PFAS-là. On n'a pas parlé de la fin de vie. Comment on gère ça au niveau de la réglementation ? Donc tout ce qui sort des incinérateurs, par exemple, où on sait que d'ailleurs les PFAS sont détruits en sous-produits qui sont encore plus dangereux à ce moment-là. Est-ce que c'est ça la nouvelle étape de la réglementation, qui est en fait un truc qui n'est pas pris en compte dans la loi du 20 février ? Si quelqu'un a une réponse sur ça. Alors, premièrement, comment on détruit les PFAS ? Alors, la seule destruction connue aujourd'hui, c'est l'incinération. Mais l'incinération à haute température, en gros, on sait qu'on a détruit tous les PFAS à 1400 degrés, mais on ne sait pas jusqu'à où on peut descendre pour détruire ces PFAS, la totalité des PFAS. Et si vous avez en tête la température de combustion des incinérateurs, la majorité des incinérateurs, c'est entre 850 et 950 degrés, donc largement en dessous des 1400 degrés. Sur les incinérateurs de déchets très très spéciaux, en particulier chlorés, on monte à 1100 degrés. Et il y a en tout cas ça c'est la réglementation, et il y a quelques incinérateurs qui atteignent ces 1400 degrés, dont en particulier les cimenteries, parce que c'est de la co-incinération. Et c'est a priori le seul endroit avec un ou deux autres incinérateurs sur lequel on pourrait les traiter. Mais il faut que le déchet ou le produit qui contient des PFAS soit incinérable. Tout à l'heure, on parlait des volumes d'eau nécessaires en osmose inverse, volume d'eau rejeté. On n'incinérera jamais ces volumes d'eau, il faut être clair. Deuxième point, je voudrais rappeler un point quand même important, parce que vous l'avez dit plus ou moins. Aujourd'hui, la taxe qui est prévue sur les PFAS, elle concerne les rejets industriels. Donc, il peut y avoir des TFA, mais sachez quand même que une grosse partie des TFA vient des épandages agricoles. Or, l'expérience montre qu'il n'est pas toujours facile de mettre en place des taxations vis-à-vis des produits agricoles ou des intrants agricoles. On va s'arrêter là pour cette table ronde. Merci beaucoup à tous les trois. Et je vais donner tout de suite la parole à Grégoire Leray, professeur à l'Université de Nice, pour notre deuxième table ronde sur la réglementation des PFAS.